Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur AMV France. La dernière fois, je vous avais laissé sur un tutoriel pour Blender, pour faire de la 3D dans les AMV en utilisant Blender. Cette fois-ci, nous allons faire de la 3D, mais directement sur After Effects, en utilisant les outils de base d'After Effects, mais aussi plein de petits plugins, dont le plugin Element 3D. Évidemment, ce sera un plutôt long tutoriel, le chapitrage se trouvant dans la description. Et sans plus tarder, commençons le tutoriel. Par d'abord, une petite roto d'une personne qui est en train de marcher. Comment transformer cette roto, cette image qui est en 2D, en 3D? Et bien pour ça, il y a cette petite icône ici qui est l'icône calque 3D, qui permet les manipulations en 3 dimensions sur ce calque. En cochant cette icône, on arrive sur cette page-là. On a l'icône qui s'est activée et de nouveaux paramètres qui sont apparus. Si je vais dans position, donc j'appuie sur P, un nouveau paramètre est apparu, c'est celui-ci. Cette value-là, c'est la valeur dans l'axe des X. Cette value-là, c'est la valeur dans l'axe des Y, et celle-ci dans l'axe Z. Si je déplace mon X et mon Y au milieu, je retrouve la même position que ce que j'avais avant, mais cette fois-ci, c'est la position en 3 dimensions. Si je n'ai pas envie de toucher à ces paramètres-là, je peux directement modifier le placement de mon objet directement grâce à ces flèches-là. Le rouge, c'est pour l'axe des X. La flèche verte, c'est pour l'axe des Y, et la flèche bleue, pour l'axe des Z. Le rond, c'est pour la rotation, et le carré, qui est assez difficile à appuyer dessus, c'est pour le scale de l'objet. Voilà ce qu'il y a à savoir pour déplacer un objet sur After Effects. Maintenant, j'aimerais pouvoir me déplacer. Pour ça, je vais aller en bas à droite, et au lieu d'être en une vue, je vais me mettre en 2 vues. Maintenant, à gauche, j'ai ma vue de ma caméra active, donc de mon résultat final, et à droite, j'ai ma vue personnalisée, où je vais pouvoir me déplacer. Pour me déplacer en 3 dimensions sur After Effects, il faut rester appuyé sur Alt pour faire apparaître cette icône de caméra, et si je fais clic gauche, je vais pouvoir faire une rotation à droite à gauche, clic droit pour zoomer, dézoomer, et clic du milieu pour pouvoir se déplacer, faire une transport de gauche à droite. Et avec simplement restant appuyé sur Alt et les 3 clics de la souris, je peux me déplacer facilement sur mon viewport. Maintenant que je peux me déplacer et que je peux déplacer un objet, j'aimerais créer un sol. Pour faire ça, je vais faire clic droit, nouveau, solide. Je vais créer un solide qui s'appelle ground d'une taille assez énorme, on va dire du 9000 par 9000. Ce solide, j'aimerais qu'on ait un damier dessus. Donc pour ça, ça tombe bien, il y a un effet qui s'appelle damier. On va juste augmenter la taille du damier et on va faire en sorte que ce ne soit pas de l'alpha qui est derrière, mais du noir en utilisant un effet qui s'appelle le composite uni. On va mettre en noir. Et cette fois-ci, on a un damier tout beau, tout propre, en blanc et en noir. Comme avec notre auto, je vais cliquer sur la petite icône pour transformer mon objet en 3D. Il est apparu sur mon viewport 3D. Et je vais, en appuyant sur R, changer l'orientation dans la valeur des X, en faisant du -90. Maintenant, pour placer précisément mon objet, je peux changer ma vue personnalisée en cliquant ici sur une vue de devant. Et du coup, je vais pouvoir déplacer ma ligne rouge là où il y a mon pied. Pour être précis, je vais là où le pied est le plus bas, c'est-à-dire je crois ici, même encore plus bas quelque part, peut-être là. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis, mais au moins faire en sorte que votre objet ne touche pas le pied du personnage. Et j'ai maintenant un sol. Mais on peut remarquer sur mon résultat final, le personnage là il est en train de marcher dans les airs. Pourquoi? La jambe gauche et la jambe droite est sur la même perspective. Donc de base, c'est pas réaliste. Donc on va pouvoir modifier notre sol pour faker, pour faire semblant d'avoir une bonne perspective. Pour faire ça, je vais juste changer mon orientation dans ma valeur dx de mon sol pour récupérer un sol comme ceci. Et là, on a l'impression que la perspective est bonne, mais non, je l'ai trafiqué. Techniquement, mon sol n'est pas à 90 degrés. Il est un peu penché. Mais au résultat final, ça ne se voit pas et ça fonctionne très bien. Maintenant que j'ai mon sol et ma roto, j'aimerais pouvoir rajouter une caméra et animer ma caméra. Pour faire ça, je fais clic droit, nouveau, caméra. Cette caméra-là, on va la laisser telle quelle, on n'a pas besoin de changer les paramètres. On va appuyer sur OK. Et 2 choses importantes avec cette caméra. Si je vais dans transformer, il y a un paramètre en plus qui est arrivé, c'est le point ciblé. Qu'est-ce que le point ciblé? Le point ciblé, c'est que si je déplace ma caméra, la caméra va continuer à cibler là où il y a mon point. Je peux monter et descendre ma caméra, cela ne changera rien du tout. Il continuera à viser cet endroit. En changeant le point ciblé, je vais garder ma caméra au même endroit. Cependant, il va viser un endroit totalement différent. Mais non, on ne veut pas ça. On veut que le point ciblé soit pareil que la position. Pour faire ça, il suffit de cliquer sur cette petite icône de spirale et le drag and drop vers la position. Ce que ça va faire, c'est que ça va connecter mon point ciblé à ma position. Dès que je vais changer ma position, ça va aussi changer mon point ciblé. Et ça me permet, moi, de récupérer les valeurs précises que je veux et de pouvoir récupérer ma caméra propre. Maintenant que j'ai ma caméra, mon plan et ma roto, je vais lier
Maroto à ma caméra. Pour faire ça, c'est la même chose, on clique sur l'icône de spirale et on le drop vers la caméra. Et maintenant, si je déplace ma caméra, la roto se déplace avec. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé un damier. C'est que si j'anime ma caméra et qu'on regarde frame par frame, on peut regarder avec ce pied-là par exemple, on peut voir que ça slide. Le pied reste pas fixe quand il est censé rester sur le sol au même endroit. C'est parce que on peut remarquer que ma vitesse est trop faible. Donc on va augmenter la vitesse de mon sol. Et le damier, ça va me permettre de voir si mon pied reste bien au même endroit ou si alors il glisse. On peut le voir ici que le pied gauche, il glisse encore. Mais c'est parce que j'ai déplacé trop loin ma caméra. Donc on va le ramener vers ici. Ce n'est qu'une question ensuite de jouer avec les clés, avec la vitesse de notre caméra pour avoir le bon mouvement. Maintenant que j'ai mon bon mouvement, j'aimerais rajouter des lumières. Pour faire ça, on va faire clic droit, nouveau, lumière. On a 4 types de lumière. On a la lumière parallèle, la lumière concentrée, la lumière ponctuelle et ambiante. La lumière parallèle, ce qu'elle va faire, elle va fonctionner comme un soleil. C'est-à-dire, si je vais dans Options lumière, je vais augmenter le rayon pour qu'on puisse mieux voir, ainsi que l'intensité. La lumière a, comme la caméra, une position et un point ciblé. La position, c'est la position de ma lumière, et le point ciblé, ça va être là où la lumière va. C'est-à-dire par exemple que si je veux que la lumière va derrière, il suffit que mon point ciblé soit derrière. Et là maintenant, si je me déplace dans ma vue personnalisée, on peut voir que ma roto, elle est éclairée depuis derrière et pas de devant. C'est parce que mon point ciblé est derrière ma position. Ça permet de créer un soleil assez facilement sur After Effects. Deuxième type de lumière est la lumière concentrée. La lumière concentrée est un spot de lumière. Comme avec la lumière parallèle, on a un point ciblé et une position, mais honnêtement on s'en fiche, on peut jouer seulement avec l'orientation de notre lumière. Les paramètres qui sont rajoutés avec cet effet de lumière, ce spot de lumière, ce sont l'angle du cône. L'angle du cône permet de gérer la taille de notre lumière et le contour progressif du cône permet de régler la hardness, on va dire si on veut que ça se termine net ou si on veut que ce soit plus doux. Ensuite, on a la lumière ponctuelle. La lumière ponctuelle, je vais baisser mon rayon pour vous montrer. C'est un point de lumière, c'est-à-dire que c'est une lumière qui va de toutes les directions à partir de la position de ma lumière. Je ne peux rien modifier. Je ne peux pas modifier plus que ça, mais ça reste très pratique. Je l'utilise très souvent parce que souvent on n'a juste pas besoin de plus. On a juste besoin du rayon pour savoir jusqu'où va ma lumière et de mon intensité pour savoir quelle est la puissance de ma lumière, et c'est tout. La dernière lumière est la lumière ambiante, qui est, comme le nom l'indique, une lumière qui s'applique partout. Elle n'a pas d'ombre, elle n'a pas de direction, elle n'a quasiment aucun paramètre, puisque de toute façon, elle s'applique partout. Pour avoir comme l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 lumières en front. On a une lumière qui est une lumière concentrée, donc un spot lumineux, et une seconde lumière qui n'est qu'un point de lumière. C'est pour vous montrer que ce soit un spot ou un point de lumière, techniquement, on peut avoir à peu près le même effet si on se débrouille bien. Derrière, ensuite, j'ai juste récupéré 3 points de lumière avec une couleur orangée pour avoir une sorte de petite backlight un peu sympa. Mais maintenant que j'ai mon plan, il est bien beau, mais moi j'aimerais ajouter des ombres. Eh bien, il y a un problème avec les ombres. Allons sur Maroto et allons dans Options surface. Et imaginons que je veux projeter une ombre. Donc je vais dans Projette une ombre et je mets sur Oui. Et des ombres sont apparues. Mais comme on peut le voir, les ombres sont un peu beaucoup nulles. Eh bien, chaque ombre est gérée en fonction de la lumière. C'est-à-dire que là, l'ombre qu'on voit, c'est l'ombre du spot lumineux. Si je sélectionne ma lumière et que je vais dans Options lumière, on a ici Projette une ombre. Je peux désélectionner Projeter une ombre et du coup, cela fait que cette lumière ne projette pas d'ombre. Ou alors, je peux baisser l'intensité de l'ombre, faire en sorte que l'ombre soit moins forte. Ou alors encore, je peux diffuser cette ombre, faire en sorte que cette lumière soit plus douce. Mais cela ne change pas le problème. Le problème que l'on a en travaillant avec des calques 2D et une ombre en 3D, techniquement notre pied ne touche jamais le sol. Et on peut le voir avec l'ombre. L'ombre n'est pas du tout là où est le pied. Parce que justement, comme on l'a fait avant, on a faké la perspective de notre sol. C'est pourquoi l'ombre, on va la faire en post-production. On ne va pas utiliser les ombres d'After Effects. Donc, je vous conseille chaque fois, pour votre objet, d'aller dans Options surface et de décocher Projeter une ombre pour pouvoir ensuite la rajouter en post-production derrière.
Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour la 3D sur After Effects, sans effet, sans plugin. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le plugin Element 3D qui va nous permettre de faire de la 3D un peu plus complexe et un peu plus travaillée sur After Effects. Pour cela, je vais faire clic droit, nouveau, et je vais créer un nouveau solide de la taille de ma composition que je vais nommer Element 3D. Je vais ensuite rajouter l'effet Element. Sur l'effet Element, il y a plein de paramètres. Ces paramètres-là, je vais vous montrer plus tard. Ce qui va nous intéresser, c'est le bouton Scene Setup qui va nous ouvrir une fenêtre. Sur cette fenêtre, il y a la preview ici, il y a la scène où il y aura tous nos objets, l'edit où il y aura tous nos paramètres pour nos objets et nos matériaux, le scene material où il y aura la liste de tous les matériaux utilisés dans notre scène, ainsi que des presets de matériaux déjà disponibles sur le logiciel. Pour créer un sol, il faut aller en haut à gauche sur Create et on peut récupérer un plane. D'un coup, il y a du coup notre plane qui est apparu sur notre scène. On peut double-cliquer pour renommer ce plane Ground par exemple. Et en bas, on a nos paramètres de notre plane. On a notre taille, on peut régler la taille du plane. Moi, je veux qu'il soit très grand. On peut régler la position, faire en sorte que ce soit visible d'en haut comme d'en bas, ainsi que le scale. Mais je ne vous ai pas montré comment vous déplacer sur votre viewport, parce que c'est une manière différente qu'avec After Effects. Si avec After Effects, vous avez besoin de rester appuyé sur Alt, avec Element 3D, il n'y a pas besoin d'utiliser le clavier. Si je fais clic gauche, je vais pouvoir me déplacer en rotation où je veux. Si je fais clic du milieu, c'est pour me déplacer en position où je veux. Et si je fais la molette vers l'avant et vers l'arrière, je peux zoomer vers l'avant et vers l'arrière. C'est une manière bien différente de le faire. Elle n'est pas mieux, elle est juste différente. Maintenant qu'on a notre sol, j'aimerais pouvoir ajouter un matériau. Comment créer un matériau? Et bien pour ça, si je vais dans Scene Material, on a déjà un matériau. À chaque fois que l'on crée un objet, il va nous créer un matériau. Et ce matériau-là, en cliquant dessus, on peut ensuite le modifier. On a plusieurs types de paramètres. Ce matériau type, on va le laisser en Physical Shader. On a les textures, c'est-à-dire le diffuse, le glossiness, etc. On peut importer des textures sur notre matériau. On a les Basic Settings, où on peut régler du coup la couleur, on peut régler la diffuse, l'ambiance, le glossiness, donc la réflexion de notre objet, ainsi que faire en sorte qu'elle soit métallique ou pas. Je peux aussi faire en sorte qu'elle soit du verre ou pas, donc transparent ou pas. Mais moi j'aimerais un matériau un peu plus réaliste, comme ce que j'avais fait sur Blender, pour ceux qui ont vu le tutoriel. Pour ça, comme sur Blender, je vais aller sur un site qui s'appelle Polyhaven. Polyhaven est un site d'assets, gratuit. Si je vais en bas, le site nous propose des HDRI, des modèles, mais aussi des textures. Et c'est là qu'on va aller choper nos textures. Moi, je veux des tiles. Donc je vais aller dans Search et je vais chercher Tile. On a plein de tiles différents. Prenons par exemple ce Floor Tile 6. Pour télécharger ce qu'on veut, on va rester en 4K, pas besoin d'aller en 8K, 4K c'est déjà énorme. 2K si vos PC est pas ouf. On va aller ici et on va choper le zip. On veut pas le blend, on veut pas le GLTF, on veut le zip. Ça va nous faire apparaître cette page là. On va décocher blend, décocher GLTF. AO en JPEG, diffuse en JPEG, normal en GL en PNG et notre roughness en JPEG. Pourquoi la normale on n'utilise pas de l'XR? Parce que Element 3D ne fonctionne pas avec les fichiers en 32 bits. Maintenant qu'on a fait ça, on clique sur Download. Une fois que l'on a téléchargé notre fichier, on a bien notre ambient occlusion, notre diffuse, notre normal map et notre roughness que l'on va pouvoir appliquer à notre matériau. Pour ça, on va aller dans Texture et on va cliquer sur None Set pour notre diffuse. On va ensuite récupérer notre diffuse et on va le drag and drop sur le carré noir. Et hop là, on a récupéré notre tile. Mais notre tile est gigantesque. Si je crée un cube qui fait du 1 mètre par 1 mètre, le matériau est quand même très très grand. Pour corriger ça, on va cliquer sur notre ground et on va aller sur UV Mapping. Et sur UV Mapping, on a UV Repeat. Et UV Repeat, plus on va répéter notre UV, plus nos tiles seront petits, jusqu'à arriver à un UV tile qui fonctionne bien pour nous. Maintenant que nos UV sont faits, on va pouvoir ajouter les autres matériaux, c'est-à-dire le glossiness. Le glossiness, on va rajouter le roughness. Pour le normal bump, on va rajouter notre normal map. Et pour notre occlusion, on va rajouter notre ambient occlusion. Et on a maintenant notre magnifique petit sol. Maintenant, imaginons que j'aimerais importer un objet, précisément, chopé sur internet. Comment je fais? Eh bien d'abord, allons récupérer un objet, sur, encore une fois, Polyhaven. Sur Polyhaven, il y a aussi des modèles qu'on peut aller browse. Et on va aller chercher, par exemple, le Covered Car, par exemple. J'aime bien ce modèle, j'aimerais le récupérer. Pour ça, comme avec mes textures, je vais le choisir en 4K, en zip, et je vais aller récupérer du coup mon FBX avec l'ambient occlusion, la diffuse, la metalness si besoin,
Là, on en a besoin parce que la roue a du métal. Et la roughness en JPEG, ainsi que ma normal map en PNG. Une fois que l'on a téléchargé notre modèle, on va avoir du coup notre FBX. Mais le FBX, si je l'importe en cliquant en haut à gauche sur Import, ne sera pas visible sur mon Import 3D Object. Pourquoi? Parce que Element 3D n'accepte que les points CKD, les points OBJ ou les points Element 3D. Et nous, on a un point FBX. Il va donc falloir convertir notre objet en OBJ. Pour ça, on va utiliser un site qui nous fait ça de manière très efficace et très rapide. Le lien est dans la description. Il suffit ensuite de drag and drop notre FBX et de demander à convertir en OBJ. Et c'est parti. Une fois download, on récupère notre OBJ et cette fois-ci, l'OBJ est visible dans la porte 3D Object. On va ensuite cliquer sur OK et on a notre OBJ sans matériaux évidemment. Parce que c'est un OBJ, ce n'est pas un FBX, il n'avait pas les matériaux avec lui. On va devoir nous-mêmes importer les matériaux. Pour ça, on va cliquer sur du coup le matériau utilisé par notre voiture, qui est le matériau Covered Car. Et comme avec notre ground, on va rajouter les textures. On va cliquer sur Diffuse et on va rajouter la texture de Diffuse. On va cliquer sur Reflectivity et on va rajouter notre car métallique. On va cliquer sur Closeness et rajouter notre Roughness. Et sur Normal Bump, on va rajouter notre Normal Map. Et ensuite, on rajoute notre Ambient Occlusion. Et on a maintenant notre voiture qui fonctionne parfaitement. Mais c'est bien gentil, moi j'aimerais rajouter seulement ma roto. Comment faire du coup pour rajouter ma roto? Eh bien d'abord créons un nouveau plane, car c'est sur ce plane qu'il y aura ma roto. Ce nouveau plane, je vais le mettre dans un nouveau groupe folder. Pourquoi? Parce que chaque groupe folder a ce petit paramètre ici, qui nous permet de séparer nos deux planes dans deux groupes différents. Le groupe 1 pour par exemple notre ground, et le groupe 2 pour notre roto. Je peux aussi renommer mon groupe pour préciser, le groupe roto et le groupe ground. Et maintenant pour ma roto, je vais juste changer la taille en 1.77 pour un format 16 neuvième et changer la rotation pour l'avoir de mon côté. Mais si je change la rotation, comme vous le voyez, de ce sens-là, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est visible que d'un seul côté. Pour changer ça, il faut cliquer sur Two-Sided Plane. Et là, cette fois-ci, il est visible des deux côtés. Maintenant, j'aimerais pouvoir rajouter directement ma roto sur ce plane. Pour faire ça, il va falloir quitter le Scene Setup. Sur l'effet Element, on peut retrouver nos groupes ici. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4 et groupe 5. Si je sélectionne groupe 1 et que je clique par exemple sur Disable, on peut voir que je disable mon sol seulement. Et si je vais dans groupe 2, je peux disable seulement ma roto. Je peux aussi aller dans Custom Layer. Qu'est-ce que le Custom Layer? Custom Layer, on a un truc qui s'appelle Custom Texture Map. Ou par exemple, je peux importer du coup dans mon Scene Setup des layers qui sont déjà sur After Effects. Là, je peux dire par exemple, mon layer 1, c'est mon layer de roto avec mes effets et mes masques en Current Time. Ce que ça va faire, c'est que ça va importer sur mon Scene Setup mon image de roto avec mes effets pour chaque frame. Donc maintenant, si je reviens sur mon Scene Setup, que je sélectionne ma roto, ainsi que la texture de ma roto, si je vais dans Diffuse, dans None Set, au lieu de drag and drop une texture, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais sélectionner Custom Layer 1 Roto. Et j'ai dorénavant ma roto qui est apparue. Il est du mauvais côté, donc je vais changer ça tout de suite en changeant l'orientation. Et on a un problème aussi d'alpha. On voit bien que l'alpha il fait un peu n'importe quoi. C'est parce que si je vais sur mon matériau, et en bas de mon matériau, dans Advance, on a l'alpha threshold qui est à 0. Pour lui, il n'y a pas d'alpha. Il faut augmenter l'alpha threshold pour récupérer l'alpha comme on veut. Le mieux, c'est de l'augmenter à 0.95 pour éviter le moindre petit problème d'alpha. Il faut aussi modifier la réflexion, qui est quand même très vénère. On peut le voir ici avec la réflexion. On va le mettre à 0% pour être tranquille. Et maintenant, si j'appuie sur OK et que je play, on va pouvoir voir en haut à droite ici, là, que notre texture suit l'animation de notre roto de base. Mais maintenant, on voit bien que le matériau va n'importe où. On va dire que moi, j'aimerais déplacer certains objets de mon Element 3D directement depuis After Effects. Comment faire ça? Et bien pour ça, avec les groupes encore une fois, on a ici un truc qui s'appelle Group Utilities. Et on a un Create Group Nul. Qu'est-ce que ça fait le Create Group Nul? Et bien si je clique sur Create, ça va me créer un groupe 1 nul qui va déplacer mon objet. On peut voir ici que mon objet de tile, mon objet de ground, il se déplace avec mon nul. Ça me permet, au lieu d'aller dans Particle Replicator et de modifier ici la position X, Y et Z,
je peux directement utiliser mon groupe nul pour le déplacer à la main où je veux. Et j'ai dorénavant un meilleur sol. On s'occupera de la lumière évidemment juste après. Puisque maintenant on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec le sol, mais pour notre roto. On va aller sur notre groupe 2, Create Group Nul, et on va créer un nul. Et maintenant on va pouvoir déplacer du coup notre roto pour l'aligner à notre élément. Et maintenant, j'ai ma roto qui est exactement à la même position que là où était mon calque 3D de roto. Et en plus, ce que je peux faire maintenant avec mon nul, c'est que comme avec ma roto, je peux connecter mon nul à ma caméra pour déplacer ma roto avec la caméra. Et on récupère exactement le même mouvement, mais avec Element 3D. On arrive au même résultat. Je peux maintenant disable mon ground et ma roto, mais ne pas les supprimer, parce que si je supprime ma roto, ça supprime ma texture. Faut surtout pas les supprimer, il faut juste les laisser. Si vous voulez les masquer, une petite astuce assez sympa, il y a cette petite icône ici qui permet de masquer les calques non utilisés en cliquant ensuite ici. Masque tous les calques dont l'option discret est activée. Et ça fait disparaître mes calques dont j'ai coché cette icône là. Et je peux leur faire réapparaître à n'importe quel moment. Ça me permet, si j'ai des calques qui me servent à rien, de ne pas polluer du coup de mon interface. Bon, c'est bien beau, j'ai récupéré mon animation, j'ai récupéré mon sol avec une meilleure texture, mais les lumières font un peu n'importe quoi. Retouchons un peu ça. Pour retoucher à la lumière, les paramètres que l'on va toucher sont les paramètres de Render Settings ici. Physical Environment, Lighting, etc. Dans Physical Environment, on a deux paramètres qui vont être importants. Le paramètre d'exposure, pour régler du coup l'exposition de notre objet, ainsi que le paramètre de gamma. On a aussi le Lighting Influence, donc l'influence de notre lumière ou pas. Le Lighting Influence, si on regarde ici, fait que toute la scène sera éclairée seulement par nos lumières. Si je le mets à 0%, c'est-à-dire qu'on va récupérer du coup des lumières qui viennent du coup en fait de notre scene setup, elle va récupérer les lumières qu'on a de notre scene setup de base et il va nous les appliquer sur notre scène 3D. Nous on veut pas, on veut qu'il utilise seulement les lumières d'After Effects. Donc pour ça, Lighting Influence, il faut le mettre à 100%. L'exposure aussi, on peut le mettre à 0%. Quand on a fait ça pour le Physical Environment, on va pouvoir toucher ensuite au Lighting. Au Lighting, on a ce qu'on appelle le Light Fall-Off, avec un bon accent français. Le Light Fall-Off, plus je l'augmente, plus les lumières vont aller moins loin. Vous voyez que quand il était à 0, les lumières allaient très très loin. Elles affectaient vraiment tout. Moi je veux pas ça, je veux qu'elle affecte seulement certains endroits. Donc je vais augmenter ce Light Fall-Off. Et on commence à récupérer une lumière qui est plutôt sympa. Maintenant, sur Element 3D comme avec After Effects, il y a un paramètre de Shadow. Si vous pensez que ça va changer quoi que ce soit, non. On aura toujours le même problème, notre sol flotte. Et oui, c'est la même chose. Il va falloir qu'on fasse notre ombre toujours en post-production derrière. On va le disable, on veut pas de shadow. L'ambient occlusion par contre, on va l'activer. L'ambient occlusion, vous voyez voir que on a une petite occlusion sympa qui peut arriver sur le sol. Elle est très légère puisque techniquement, comme je l'ai dit, notre personnage ne touche pas le sol. Mais si vous avez des objets 3D qui sont bien appliqués à votre sol, vous pouvez l'activer ici, Enable AO, et ça va donner un petit peu de réalisme. On peut ensuite augmenter l'intensité de notre ambient occlusion ici et avoir quelque chose de sympa. Maintenant, imaginons qu'on a de la réflexion assez vénère sur notre scène. Eh bien, dans réflexion, je vous conseille en Mirror Surface Quality de le mettre en High pour une meilleure qualité et si besoin d'augmenter le Spherical Map Resolution à 256-512. Nous, on n'a pas ça, donc on s'en fiche, mais si vous avez de la réflexion, vous pouvez augmenter la qualité de votre réflexion sur Element 3D dans ces paramètres-là. Le fog ensuite peut être une bonne chose, rajouter un peu de fumée. À quoi sert le fog? Imaginons que je rajoute un fog blanc. Le fog apparaît à peu près partout, c'est parce que je n'ai pas géré le fog start distance. Si j'augmente le fog start distance, on peut voir que le fog va commencer à apparaître qu'à une certaine distance. Et pareil, le fog range, je peux faire en sorte que notre fog ait un dégradé un peu plus fort. Je peux aussi changer le fall type, qui va être en gros notre sorte de dégradé, en par exemple exponentiel ou taper. Le mieux c'est l'exponentiel, c'est la manière la plus réaliste de rajouter du fog. Je peux ensuite augmenter mon fog color en orange par exemple, mais on peut voir que du coup le fog ne va pas jusqu'au bout. C'est parce que en fait le fog ne s'applique que sur Element 3D, le calque Element 3D. Et le calque Element 3D, il n'a pas de fond, il n'a rien du tout. Il faut lui rajouter un fond. Pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut juste aller dans Scene Setup et rajouter au fond un plane en noir. Et on peut voir maintenant que le fog fonctionne. Ça peut être un moyen de rajouter du réalisme à votre scène. Pour le Motion Blur ou encore le Depth of Field,
je vais vous montrer un autre moyen qu'en utilisant Element 3D, un moyen qui permet d'avoir plus de paramètres et une meilleure qualité. Pareil pour le glow. Une fois que vous êtes content de votre scène, il y a un moyen de séparer du coup Maroto et mon ground pour pouvoir le travailler séparément. Pour ça, le moyen le plus simple en fait est tout simplement de dupliquer votre Element 3D. Un qui va servir pour la roto et un qui va servir pour le ground. Le roto, je vais garder que Maroto, donc je vais disable le groupe 1. Et pour le ground, je ne vais garder que le ground, je vais disable le groupe 2. Et maintenant, j'ai Maroto que je peux modifier pour ajuster par exemple à ma lumière. Et pareil, séparément, mon ground, je peux aussi le modifier. Et ça ne change rien, le fait que je peux modifier la position de Maroto quand je veux et la position de mon sol quand je veux. Ça me permet moi de pouvoir retoucher les deux séparément et en vrai ça ne coûte pas tant que ça de ressources. Imaginons qu'on aimerait rajouter du fog un peu plus travaillé, du fog qui réagit à la lumière qu'on utilise sur notre scène. Eh bien il est possible de le faire avec un autre effet, un autre plugin qui s'appelle Lux de Red Giant Particular. Si je solo cet effet, on peut voir ce que ça a rajouté, on va dire, du volume à nos lumières After Effects. Ce volume, on peut le modifier séparément. C'est-à-dire ici, dans Point Light, j'ai Point Light Model. Je peux le rajouter en Natural ou alors je peux le modifier en Radius plus Source. Et là, je peux modifier le Radius ainsi que le Softness de la façon que je veux. Moi, je veux le garder en Natural. Pour le Spotlight, c'est la même chose. Je peux garder Spotlight Natural et je peux gérer ma Start Distance et ma Reach. Là, pour l'instant, on ne voit pas ma Reach. C'est parce qu'elle est très basse. Là, je vais augmenter la Reach et je vais voir la lumière de mon spot réapparaître. Je peux ensuite régler la taille de mon spot lumineux. Et là, je récupère du volume lié directement à ma lumière et qui est en plus responsive avec ma caméra. Et je peux faire la même chose avec mes points séparément. Dans Général, en Look, je peux mettre en par exemple Adjustable Natural et je peux régler en gros la puissance de mes lumières. Mais je peux aussi faire plusieurs choses. Comme je l'ai dit avant, pour ma scène, j'ai créé 2 lumières qui sont en front et 3 autres lumières qui sont derrière. Les lumières qui sont derrière ne sont pas censées appliquer du fog sur Maroto, sur mon personnage qui est devant. Alors comment les séparer? Eh bien pour les séparer, on peut dupliquer Lux. Je vais en sélectionner qu'un seul, je vais le nommer par exemple Lux Back. Et dans Général, Name Start With, je peux choisir les lumières qui commencent par Back. Et cette fois-ci, je n'aurai que les lumières qui sont au fond. Pourquoi? Parce que j'ai renommé mes lumières Back 1, 2 et 3. Et cette lumière, ce Lux Back, je peux le mettre derrière Maroto. Et dorénavant, mon Lux passe derrière Maroto. Et je peux aussi, du coup, séparément, jouer sur les paramètres de mon fog pour avoir quelque chose de sympa. Je peux faire maintenant la même chose avec mon Lux Front. Au lieu de mettre en Name Start With Back, je vais le mettre Front. Et je n'aurai que les lumières qui sont devant. Et on a maintenant un fog volumétrique qui est responsive avec ma lumière et ma caméra. C'est-à-dire que si je déplace mes lumières au fond, le fog se déplace lui aussi en fonction de ma lumière pour un meilleur résultat, pour quelque chose de bien plus stylé et bien plus réaliste. Mais allons encore plus loin. Imaginons maintenant que j'aimerais rajouter des particules, de la dust. Et bien comme avec Lux, Particular a un plugin exprès pour créer des particules en 3D sur After Effects. Pour ça, pour vous le montrer, je vais créer une nouvelle composition que je vais nommer Particular. Et je vais créer un nouveau solide noir que je vais lui aussi nommer Particular de la taille de la composition. Je vais ensuite appeler l'effet Particular de Red Giant. L'effet Particular, comme avec Element 3D, a un gros bouton Designer qui va nous ouvrir une fenêtre pour pouvoir plus facilement créer des particules. De base, on a ces particules-là qui sont assez dégueulasses. Et on a surtout une loop de duration. Nous, on ne veut pas ça. Donc on va décocher Loop Duration et on va faire durer cette scène de 53 secondes, donc à peu près 1 minute. Maintenant, si je clique sur la petite flèche ici, des presets sont disponibles, énormément de presets, y compris des presets de dust et débris, où je peux directement récupérer par exemple ma Moon Dust. Qu'est-ce que fait ma Moon Dust? Elle a changé mon emitter type en box au lieu de le mettre en point. Elle a changé mon emitter size pour qu'elle soit assez grosse. Elle a changé aussi mon particle type en sphère avec un peu de fever pour qu'elle soit un peu plus soft. Je peux changer my life random par exemple pour que certaines particules
meurent plus vite que d'autres ou moins vite que d'autres. Je peux ensuite changer ma size rotation avec des presets. Je veux que ça commence petit, que ça arrive grand pour redescendre, ou alors je veux que ce soit constant. Pareil pour l'opacité, j'ai des presets de courbe. C'est l'opacité de ma particule en fonction du temps. Je peux régler l'opacité randomness aussi ici, que j'aime bien mettre à environ 50% pour un peu plus de réalisme. Ensuite, je peux régler la couleur de ma particule. Dans l'environnement, je peux aussi gérer la gravité. Là, la gravité est assez vénère. J'aimerais la modifier en une gravité de 4 par exemple. Très légère. J'aimerais aussi, si je vais dans Particle Type, modifier le nombre de secondes pour lequel la particule vit. Je vais le changer en 10 secondes par exemple. J'aurai évidemment plus de particules, mais au moins elles dureront plus longtemps. Pour régler le nombre de particules, c'est dans Emitter Type, Particle per Seconds, je peux le modifier en 25 par exemple. Et maintenant, si je sors de ma viewport, si j'appuie sur Apply et que je play, on a notre effet de particules. Notre effet de particules, je peux le déplacer dans le temps en simplement déplaçant notre layer. Ce qui fait qu'il ne commence pas à 0 sur la particule, mais il commence, on va dire, au niveau de la moitié de la vie des particules. Tous ces paramètres qu'on a dans le designer, on peut l'avoir aussi avec des paramètres en plus, ici, dans Emitter, Particle, Environment, Physics Simulation, etc. Une chose à savoir avec les particules, c'est que si par exemple je crée une caméra et que j'anime cette caméra, les particules sont bel et bien en 3D, ce qui peut causer des problèmes. Imaginons, comme sur mon exemple ici, que ma caméra, elle soit pas du tout à 0,0. Le 0,0, il est tout là-haut. Il n'est pas du tout là où il y a ma roto. Mais il est possible parfois que les particules, si je vais dans Emitter Position, ne soient pas visibles de la caméra, parce que la caméra étant à un endroit beaucoup trop loin. Pour corriger ça, c'est en allant dans Emitter, Position, on peut, comme avec Element 3D, créer un nul qui va du coup déplacer la position de nos particules. Et c'est ce qu'on va faire avec notre scène. On va créer un nouveau solide, on va nommer Particular à la taille de la composition. On va rajouter l'effet Particular, on va aller dans notre designer et on va activer le preset Moondust. Comme imaginé auparavant, on peut voir que puisque ma caméra n'est pas à 0,0, là où mes particules sont, on ne les voit pas. Cependant, si je fais stop et que je clique sur mon viewport, on peut voir que les particules sont bel et bien là. La caméra ne les voit pas. Pour changer ça, comme ce que je vous ai montré auparavant, on va dans Emitter, Position, et on fait Create Null. Et cette fois-ci, on va pouvoir déplacer la position de nos particules pour qu'ils soient visibles partout. Et on commence à avoir des particules. Maintenant, si je veux des particules un peu plus grandes en Z, avec un peu plus de profondeur, je peux augmenter mon nul au niveau de la profondeur, au niveau de value Z, et on commence à avoir des particules qui sont liées à la caméra, tout beau tout propre. Si je veux augmenter le nombre de particules par seconde, je peux en rajouter là. Mais je peux aller encore plus loin. J'aimerais plus de réalisme. Je veux que mes particules réagissent à la lumière d'After Effects. Eh bien, il est possible de le faire avec Particular. Si je vais dans Lighting ici, je peux Enable Lighting. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va éclairer certaines particules en fonction des points de lumière, en fonction de la distance de ces particules avec celle de ma lumière. Ce qui fait que seulement les particules qui sont éclairées par ma lumière seront visibles. Et dorénavant, nous avons notre scène 3D avec des textures réalistes, une lumière réaliste, des particules réalistes. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le depth of field, il nous manque l'ombre, la réflexion, un flair si on veut, du motion blur et peut-être un camera shake à la fin. Comment rajouter tout ça? Eh bien en grande partie en compositing. Commençons d'abord avec le depth of field. Récupérons notre élément 3D originel, c'est-à-dire le sol, la roto et pour moi ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire le building. Si je vais dans Output, il y a ceci, le Show Composite, et il y a énormément de paramètres. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à faire du compositing derrière. Pourquoi? Parce que imaginons je veux récupérer ma def, la profondeur de champ de ma scène. Eh bien il suffit que j'aille dans Show, Composite, et je clique sur ZDef. Maintenant je peux régler le ZDef Start, donc là où ma profondeur de champ commence, et mon ZDef N, là où tout termine. Et j'ai maintenant la profondeur de champ de ma scène que je vais pouvoir réutiliser pour plein de choses. La première chose que je vais faire avec cette depth of field map, je vais aller dans Particular, dans Visibility, dans ZBuffer, et je vais sélectionner ma depth of field map en effet et masque. Ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser ma depth of field map
pour comprendre que les particules qui sont plus loin que ma jambe doivent être masquées par ma jambe, masquées par ma roto. On peut le tester ici en allant dans Z at white et Z at black. Si je réduis le Z at black, on peut voir que ça va faire disparaître des particules. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser Z at black et Z at white. Pourquoi? Parce que mon depth of field, ce qui est le plus proche est en noir et ce qui est le plus loin est en blanc. Si je laissais en natif mes paramètres de particular, ça ferait que tout ce qui est noir est loin et tout ce qui est blanc est proche, ce qui n'est pas le cas. C'est l'inverse. Donc je vais modifier ça et je vais commencer à récupérer des particules. Et dorénavant, j'ai des particules qui passent derrière ma jambe et d'autres particules qui passent devant ma jambe. Pour cet exemple, évidemment, on ne remarque pas ce genre de petits détails. Mais si par exemple vous avez énormément de particules et que vous voulez avoir des particules derrière votre personnage et devant votre personnage, eh bien avec une depth of field map tout simplement créée en changeant mon output en ZDef, je peux gérer cette visibilité des particules en allant sur Visibility ZBuffer. Maintenant avec le ZBuffer, je peux faire aussi plein d'autres choses, dont justement de la profondeur de champ. Comme j'ai séparé mon image ma 3D avec ma roto, je peux justement rajouter un effet précis sur mon élément 3D pour rajouter du depth of field qui n'appliquera pas sur ma roto. Cet effet, je l'ai déjà montré dans mon tutoriel Blender, qui s'appelle FL Depth of Field. Je vais sélectionner dans Depth Layer ma depth map, effet et masque, et je vais en Select Depth sélectionner ma jambe. Et dorénavant, si je augmente mon radius et que je sélecte bien Depth ma jambe, on a maintenant une profondeur de champ qui fonctionne de feu de Dieu. Et une profondeur de champ que je peux régler aussi moi de manière totalement différente, de manière plus réaliste. Par exemple, dans Highlight Selection, je vais Enable Highlight Selection, ce qui va augmenter en gros mes highlights, mes lumières fortes dans ma profondeur de champ pour un peu plus de réalisme. Et je peux aussi changer mon iris. Je veux que ce soit une iris en 5 facettes par exemple, baisser un peu le rounded facette en 0.25 et même changer si je veux l'aspect de mon flou pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste avec mon format qui est un format en cinémascope. Cependant, c'est bien beau du coup d'avoir utilisé l'effet FL Depth of Field pour notre profondeur de champ, mais il faut aussi qu'on gère la profondeur de champ de notre particule. Pour ça, il faut aller dans Caméra, Option Caméra et Profondeur de champ. Par défaut, il sera désactivé. Et on peut voir du coup que pour nos particules, on n'a pas de profondeur de champ. En l'activant, on va commencer à avoir de la profondeur de champ, mais il va falloir paramétrer la distance de mise au point et l'ouverture. La distance de mise au point, c'est là où ce sera le focus. Si j'augmente la distance de mise au point, le focus se fera bien plus loin. Si j'augmente ma distance de mise au point, la mise au point va se faire plus loin. Et si je réduis la mise au point va se faire plus proche de la caméra. On peut le voir au niveau de ces particules-là. Là, cette particule, elle est nette. Quand j'augmente ma distance de mise au point, elle devient floue. Et c'est les particules qui sont plus loin qui deviennent nettes. Ça permet de faire le focus précisément là où on veut, c'est-à-dire là où il y a nos jambes. Ensuite, l'ouverture, c'est la puissance du depth of field. Plus l'ouverture est grande, plus c'est flou. Ensuite, dans Particular, si on va dans Rendering, Depth of Field, il faut bien mettre Camera Settings et pas Off. Si on met Off, il n'y aura pas de profondeur de champ. Maintenant qu'on a notre Depth of Field, on va faire la chose qui va juste tout changer sur le réalisme de votre scène, c'est-à-dire les ombres et les réflexions. Pour ça, on va dupliquer notre roto. Notre roto, on va le placer entre le Depth of Field et l'élément 3D. On va le nommer Shadow et on va appliquer un effet qui s'appelle juste Shadow. C'est un effet de chez Red Giant VFX qui va me permettre de créer des ombres. Si j'active l'alpha, on ne va pas voir grand chose avec le Shadow, ça ne va pas avoir beaucoup de différence. Pourquoi? Parce que notre Shadow s'applique en fonction de ces tirets jaunes qu'on peut voir ici. Je peux déplacer ces tirets jaunes et d'un coup faire apparaître nos ombres. Et ça va me permettre nous de créer les ombres que l'on veut, de manière assez réaliste. Ces ombres-là, ils ont énormément de paramètres. On peut régler la couleur de l'ombre, on peut régler l'opacité de l'ombre, on peut régler la softness, mais aussi l'aspect de la softness. On peut régler aussi la puissance du softness et le fade de notre ombre, si on veut qu'elle fade plus tôt ou plus tard. Le fade type, on peut le régler en inverse square, qui est plutôt bien, ou en square tout court, pour un peu plus de softness. Et on peut aussi régler le Shadow Blend, mais ça on va pas y toucher, on va juste toucher à Shadow Only pour récupérer seulement l'ombre de nos pieds. Ça on va le faire à la toute fin. Pourquoi? Parce que maintenant on va animer, en cliquant ici, notre ombre. Parce que quand on va play, on peut voir que à certains moments, l'ombre va faire n'importe quoi. C'est pourquoi il est bien
d'animer notre ombre pour toujours la voir de manière assez réaliste. Et on a dorénavant une ombre réaliste, qui est évidemment fakée avec pas mal d'animations. Parce que, je rappelle, on travaille sur des sources en 2D qui n'ont aucune parallaxe. Donc on est obligé de faker notre ombre pour qu'elle soit tout le temps collée au pied. En tout cas quand le pied touche le sol. Et cette ombre, je peux la modifier comme je veux. Je peux régler sa softness, je peux régler son fade, et je peux régler aussi autre chose. Je peux régler sa displacement map, pour encore plus de réalisme. Car je le rappelle, quand on a importé notre matériau pour notre ground, on a importé une normal map. Une normal map, ça permet de créer en gros des bumps. C'est-à-dire que par exemple, le rebord de ces tiles ont un bump différent des tiles qui sont ici. Donc la lumière va réfléchir différemment entre ces deux-là. Et bien cette normal map, on peut, comme avec la depth of field map, la récupérer. On va dupliquer du coup notre depth of field map, qu'on va nommer normal map. Et dans show, je vais aller dans normal. Et je récupère cette magnifique normal map. Et on peut voir que du coup, comme je l'ai dit, les rebords réfléchissent différemment que les tiles. Et cette normal map, si je vais dans shadow, je vais cocher shadow only pour faire disparaître le reste. Je vais dans displacement map, je peux l'utiliser et faire un displacement à l'horizontale ou à la verticale. Et si j'isole, on peut voir que mon ombre va réfléchir différemment sur les bordures de mon image. Cela va me permettre de créer du détail en utilisant Use for Displacement. Je peux par exemple dire je récupère seulement le rouge, le vert ou le bleu en fonction de ce qu'on préfère. Moi je préfère le rouge. Je vais augmenter mon displacement pour avoir un truc un peu stylé, un peu cool. Gérer un peu le smooth ainsi que le contour detail. Et on a dorénavant une ombre qui réagit au displacement map de notre sol. Cette shadow, je peux faire exactement la même chose avec un autre effet. Donc je vais dupliquer shadow, je vais le nommer réflexion. Et cet autre effet s'appelle justement reflection et appartient aussi à Red Giant VFX. Et permet de faire exactement la même chose que pour les ombres, mais pour la réflexion avec exactement les mêmes paramètres. Ce qui me permet moi par exemple de récupérer mon axis start, end et slants et de les copier directement pour les réflexions. Je peux aussi récupérer ma displacement map et gérer du coup séparément ma réflexion et ma shadow. Et j'ai dorénavant une réflexion et une ombre réalistes sur un plan qui n'est pas du tout censé l'être, puisqu'on rappelle, je travaille avec une roto qui est en 2D, donc sans parallaxe. Tout ça grâce à Element 3D et Red Giant. Maintenant que j'ai ma réflexion et mon ombre, il manque quelque chose. Sur ma scène 3D, il y a des parties qui sont déjà dans l'ombre. Une ombre sur une ombre, c'est pas censé exister, c'est pas censé se multiplier l'ombre. Donc il va falloir masquer ces parties ombres pour que notre shadow de la jambe ne s'applique pas dessus. Pour cela, comme avec encore la normal map, on va le dupliquer et on va nommer ça mask. Et on va aller dans output et on va aller récupérer lighting. Et ça va nous récupérer seulement la passe de lumière de notre scène. Avec cette passe de lumière, je vais pouvoir ensuite faire une teinte pour avoir seulement le noir et blanc, faire une exposition pour par exemple augmenter le gamma ainsi que l'exposition pour avoir un bon masque, et utiliser du coup ce masque pour mon shadow et ma réflexion, appliquer un cache, sélectionner masque, effet et masque, luminance. Et on peut le voir maintenant, si je désactive pour mon shadow, mon appliquer un cache ici, on peut voir que l'ombre qui avant était ici et qui ne devait pas exister a disparu. Pour encore plus de réalisme. Parce que c'est ça que je veux vous montrer, comment aller au maximum de ce qu'on peut faire avec After Effects. Et on arrive à ce résultat-là. Maintenant qu'on a une ombre et une réflexion, j'aimerais rajouter un petit flare, un optical flare par exemple. Pour ça, créons un nouveau calque d'effet que je vais nommer Optical Flare et rajoutons l'effet Optical Flare. Imaginons que je veux que mon flare soit sur cette lumière-là, sur la back 2. Dupliquons cette lumière back 2 et nommons-la par exemple Light Flare. Cette lumière, je veux pas qu'elle soit visible, je vais la décocher. Cependant, pour Optical Flare, au lieu de mettre en Source Type 2D, je vais le mettre en Track Light. Et en Name Start With, je vais sélectionner Light. Et en réactivant Light Flare, on a un flare qui réagit à la couleur de ma lumière
à l'intensité de ma lumière et à la position de celle-ci. Et je peux directement modifier ça ici. Si je vais dans Options lumière, je peux modifier la puissance de cette lumière, la baisser pour la faire beaucoup moins forte. Je peux changer la couleur. Et dans Optical Flare, je peux évidemment changer le flair que je veux. Je peux changer évidemment avec une petite exposition mon gamma ainsi que mon exposition. Et je peux mettre en écran pour récupérer un flair. Maintenant, j'aurai besoin que mon light flare, quand ma jambe passe devant, il ne soit pas activé. Par exemple, juste là, il n'est pas censé être activé, mon light flare, quand ma jambe passe devant. Pour ça, il suffit d'aller dans Foreground Layer, Layer 1, sélectionner du coup ma roto, en effet et masque, en Sample Color Alpha. Et là maintenant, quand ma roto ne passe pas devant ma lumière, elle est activée. Et dès que ma roto passe devant cette lumière, elle est désactivée. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire des keyframes ou quoi que ce soit, ça le fait automatiquement en fonction de ma roto. Et j'ai maintenant un flare qui match notre position, qui match notre couleur de lumière, notre intensité, et aussi le fait que mon personnage passe devant. Maintenant, on va passer sur ce qui est le plus lourd. Ce qui est le plus lourd, c'est le motion blur. Pour l'instant, aucun de nos layers n'a de motion blur, de flou de mouvement, ce qui n'est pas du tout réaliste. Et bien pour corriger ça, ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit d'activer cette petite icône qui permet de rajouter du motion blur là où on veut. C'est-à-dire réflexion shadow sur notre roto aussi, sur nos masques normal map et depth of field map, ainsi que sur nos particules. Et maintenant, on peut voir sur le avant-après, on récupère du flou de mouvement. Le flou de mouvement, comme c'est quelque chose de très lourd, je vous conseille de le mettre à la toute fin, de l'activer à la toute fin. Quand vous faites des previews, je vous conseille largement de le faire en 1/2 déjà pour que ce soit moins lourd, mais aussi sans le motion blur, parce que c'est ça qui va vous prendre le plus de ressources pour votre ordinateur. Mais surtout, ne l'oubliez pas de l'activer pour votre final render, pour être sûr d'avoir la scène la plus réaliste, la plus stylée possible. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter un petit caméra check. Imaginons, je vais rajouter un petit caméra check. Donc je vais créer un nouveau calque d'effets, que je vais nommer CC, parce que c'est là où j'aurai tous mes effets de couleur, correction et d'effets en tout genre, dont un Uni Camera Check. Uni Camera Check, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà des presets. C'est un caméra check de Red Giant, et il a pas mal de presets. Et on peut les prévisualiser juste ici. Imaginons, moi je veux un preset en boat. Et on a directement un caméra check plutôt réaliste. On peut baisser évidemment le check amount à 50% par exemple. Baisser la frequency, on va le mettre en 1.5 pour avoir quelque chose de plus subtil. On peut aussi gérer le check control, l'amplitude en X et en Y, ainsi que la rotation. Nous on va pas y toucher, on va rester sur le preset. Et ça nous donne un très léger caméra check pour un peu plus de réalisme. Il suffit ensuite de rajouter votre color correction comme vous voulez. Donc là j'ai rajouté un petit CC vignette, un petit grain et j'ai baissé l'exposition au maximum pour avoir la scène que vous voulez. Pour récapituler, on est parti des bases d'After Effects. La lumière, comment fonctionne, la caméra, comment fonctionne le viewport en 3D. On est passé par Element 3D pour ajouter des textures plus réalistes, pour ajouter plus de réalisme aussi au niveau de la lumière. On est ensuite passé par Particular pour ajouter du fog, pour ajouter des particules. On est ensuite passé sur du compositing pour ajouter l'ombre et la réflexion, du flare et du motion blur, ainsi que du depth of field, pour ensuite rajouter un petit caméra check à la fin et un peu de CC pour avoir ce résultat-là. Voilà ce qu'on peut faire avec After Effects et Red Giant et Element 3D. Pas besoin de passer sur un logiciel de 3D comme Blender. Pour ceux qui détestent vraiment la 3D et qui sont à l'aise avec After Effects et que vous voulez quand même commencer à faire des scènes un peu stylées en 3D, on va dire que ce tutoriel est fait pour vous. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'AMV France, à la suivre, à aller sur le Discord pour pouvoir discuter avec nous si vous avez aimé le tutoriel et vous voulez plus de réponses, si vous voulez plus d'informations, c'est sur Discord que la plupart des choses se passent. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel qui est censé arriver très bientôt. Allez, à plus.